Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être présent aujourd'hui avec vous. Je m'appelle Philippe Incharmant, je travaille chez Nutanix en tant que responsable des avant-ventes sur les régions. Sur les régions, ça veut dire pas Paris. Du coup, Marseille, c'est bien, c'est pas Paris. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que l'on retrouve dans j'ai envie de dire, le projet de beaucoup de DSI, de beaucoup de directions générales. C'est comment réduire son time to market. Et durablement, en effet, c'est le faire mieux. Mais globalement, c'est comment est-ce qu'on réduit son time to market. Donc c'est un sujet ambitieux. On a essayé de le prendre par une voie qui est basée sur la vie quotidienne, dans ce qu'on a chacun tous les jours à relever comme défi. Le premier élément, c'est finalement dans notre vie courante, on est noyé sous le choix et on est dans un monde occidental où on pense qu'avoir le choix, c'est s'offrir la liberté. Donc en fait, on a créé un monde noyé dans le choix, personnel et professionnel. D'ailleurs, le nombre de confs aujourd'hui le démontre aussi, dans lequel on pense que plus il y a de choix, plus on est libre. Et en fait, souvent on dit trop de choix tue le choix. Et je vais juste prendre quelques exemples. Aujourd'hui, il y a 80... J'ai pas compté, j'ai pris des chiffres, hein, mais quand on fait ses courses, je sais pas si vous faites... souvent, vous achetez des chips. Moi, j'ai une marque, je change pas de marque. Depuis très longtemps, parce que je sais pas quoi choisir en termes de nombre de chips. Je regarde plus la télé. Parce que j'arrive plus à choisir le programme télévisé que j'aimerais suivre. Du coup, j'ai Netflix et Amazon Prime. J'ai des contenus de chaînes en streaming. Et il y a tellement de contenu sur Netflix qu'ils ont mis un moteur d'IA. Alors, pas mieux pour moi, ils l'ont mis pour tout le monde. Et le problème, c'est que finalement, ils me mettent des films préconisés de mecs débiles. Alors, peut-être que je le suis vraiment. Mais il n'y a que des trucs qui souvent sont vraiment... alors, c'est soit des films d'horreur, soit des films d'action qu'on a tous déjà vus plein de fois. Et je suis obligé d'aller sur le catalogue de mon père, tout près, qui est moins débile que moi, pour voir qu'est-ce que Netflix lui préconise. Donc, je suis un peu vexé d'ailleurs de l'IA de Netflix. Je ne sais pas comment sortir de ce profiling Netflix. Si vous avez un conseil, dites-le moi tout à l'heure, parce que je veux bien prendre ça. Comment ? Top Boy. Ah, d'accord. Ok. Et donc, quand on clique sur Top Boy, du coup, on a d'autres profils. Non ? La dernière fois, j'ai mis le dernier des samouraïs pour montrer à Netflix que je regardais autre chose que ce qu'ils proposaient. Voilà. Et du coup, ça n'a pas changé encore. Hein. Je pense qu'il faut voir encore d'autres films. Peut-être je vais mettre Gladiator. Je sais pas. Non, ça, c'est des hommes tout nus. Peut-être ça plaira pas. Cet été, j'ai... Bon, je ne vais pas parler d'investir, mais j'ai regardé après coup, j'ai acheté un robot pour presser des agrumes. J'ai mis 4 heures pour choisir le robot, pour un truc qui a coûté 41 €. Et donc finalement, on est tellement noyé dans le choix que des fois on adapte le temps à passer sur des éléments qui sont pas forcément mis à bon escient sur les bonnes valeurs. Donc, dans le métier aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous qui êtes sûrement dans le métier de l'informatique, eh bien, je crois que quand on voit aujourd'hui ce que Xialab remonte en termes d'outils DevOps, que l'on retrouve pour une partie des acteurs présents aujourd'hui sur cet événement DevOps d'idées, en effet, quand on dit je vais créer une chaîne DevOps et qu'on se dit quels sont les bons outils à choisir, bah moi, ça me fait peur. Parce que finalement, je ne sais pas comment le prendre. Est-ce que je vais le faire d'une manière à prendre les outils les plus populaires, les outils qui m'ont le plus plu, mais basés sur mes critères personnels, les outils basés sur ce que des personnes proches de moi ont déjà utilisé, des bonnes pratiques d'une société qui a donné des conseils, mais finalement, c'est qu'une conseil d'une entreprise. Et c'est dur de trouver des tendances de fond. Alors, il y en a certaines, évidemment, hein. Mais les bonnes pratiques DevOps aujourd'hui, elles sont aussi, elles mettent le doute beaucoup dans les choix qu'on doit faire. Alors comment bien choisir ? L'idée c'est de partir d'une lecture qui s'appelle le paradoxe du choix.
qui a été écrit par Barry Schwartz, qui est un scientifique américain qui a écrit ce livre en 2005. Il a fait une conférence TED dessus, que je trouve très bien. Et finalement, Barry Schwartz nous dit que dans le monde le monde occidental dans lequel nous sommes, le comportement humain... On va finir par perdre le HDMI, non? Ça fait que... Ouais. Le comportement humain, finalement, il peut être résumé de deux façons. Quand on a trop de choix, on peut avoir finalement du mal à choisir et on ne prend pas de décision. Parce que par exemple, moi, la télé, j'aurai plus la télé parce que je ne sais pas quoi regarder. Donc je vais sur programme streaming. C'est pareil dans le monde d'entreprise. Des fois, on passe beaucoup de temps et on peut renoncer au choix. Tout à l'heure, je parlais des produits de défiscalisation. Je suis incapable aujourd'hui de savoir s'il faut acheter des FPI, des CPI, de la loi de défiscalisation immobilière, des actions, parce que c'est pas mon métier. Et le facteur risque, je ne sais pas le mesurer. Et finalement, il y a tellement de choix que je fais rien. Je paye des impôts. Je suis content de ça, hein, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc, l'élément dans lequel on baigne, c'est super compliqué parce que ça mène des fois à ne pas prendre de décision. Quand on a la chance de prendre une décision, finalement qu'on a une décision face à une occurrence de dizaines, voire centaines, voire milliers de décisions différentes, eh bien, le deuxième comportement cognitif consiste à ressentir des regrets dans la durée qui peuvent émerger. Supposons que vous ayez un projet où le lancement de projet se fait et au bout de quelques semaines, mois, vous vous apercevez que finalement, le projet répond à certains critères d'évaluation de ce projet qui étaient mesurables comme étant must-have et d'autres optionnels, vous amène à penser que le projet que vous avez fait avec des éléments d'usine logicielle retenus vous amène peut-être à regretter les choix que vous n'avez pas fait. Donc finalement, le cerveau accepte bien les choix quand on a le choix entre A et B. Et là, on est bien avec ça. Donc Barry Schwartz nous dit, essayons de choisir vite et choisir sur des faits plutôt orientés vers des choses qui vous satisfassent plutôt que d'aller dans des choses qui sont de l'ordre du perfectionnisme ou du maximalisme. Donc il a inventé le mot le satisfactionnisme. Donc le principe du paradoxe du choix, quand vous êtes inondé sous des milliers d'occurrences de choix, voire quelques-unes plus que deux, c'est de choisir des choses qui vous amènent à vous satisfaire. Des choix que vous allez faire, et pour éviter d'ailleurs d'avoir des formes de regret. Ça ne veut pas dire quand on est dans un projet qu'il faut quand même continuer à aller dans une voie si a priori elle présente un échec. Donc c'est pas non plus antinomique avec la notion d'agilité qu'on trouve dans la partie DevOps. Mais ce concept d'aller dans le satisfactionnisme peut nous amener dans bien des cas à choisir juste et surtout de vivre avec ses choix quand ils répondent à certains critères. Alors les critères, et on va en parler aujourd'hui, quand on veut réduire ces notions de time to market, on va se rattacher finalement à des projets dans l'entreprise. Tout à l'heure, on parlera de notre client qui, depuis le début de l'année 2019, a lancé 86 projets. C'est un client Nutanix, on en parlera tout à l'heure. 86 projets depuis 2019. Donc chez eux, il y a 800 ingénieurs et 80 data scientists. Leur défi, c'est de choisir et de prendre des décisions avec lesquelles ils vont pouvoir arbitrer, lancer les projets et s'y tenir, voire réduire le temps pour délivrer les projets. Alors quand on parle à des... moi j'ai rencontré des DSI cette année, où plusieurs DSI, je ne donnerai pas les noms, m'ont dit, mon tips, c'est de mettre la pression sur les équipes pour réduire les temps de projet et les sortir de 15 mois en 10 mois. Alors ça peut fonctionner, mais on est dans une relation de motivation de type coup de bâton ou carotte. Donc en 2019, c'est plus trop comme ça qu'on motive les gens. On est plutôt autour de l'autonomie, offrir un environnement de travail qui fasse du sens, dans lequel votre avis est important, dans lequel vous donne du sens à ce que vous faites, et prendre vos feedbacks pour les mettre dans une chaîne itérative positive.
Finalement, comment est-ce qu'on réduit le time to market avec ça? Ben, le fil conducteur, c'est finalement de revenir sur l'évaluation de ses besoins réels. C'est compliqué parce que on est en France notamment, on est dans une culture du perfectionnisme. Moi personnellement, il y a des sujets, le choix de mon robot pour presser des oranges, 4 heures pour un truc qui vaut 41 €, c'est pas normal. Ma femme m'en parle encore. Mais bon, ceci dit, ça m'a fait plaisir parce que je suis satisfait de mon choix. Je suis très content aujourd'hui que vous soyez là. Vous avez fait le bon choix, je pense, de venir à cette conférence, même si vous êtes mal assis. Je suis désolé. Donc revenir sur ces besoins réels, c'est vraiment pour moi la clé. Et c'est ce qui me plaît dans le paradoxe du choix de Barry Schwartz, c'est finalement de l'appliquer ensuite au modèle de l'entreprise qui vous emploie, ou votre entreprise si vous êtes entrepreneur, et de regarder, quand vous allez gérer un projet, vous allez avoir différentes composantes. Aujourd'hui, vous allez accéder à des conférences où on vous parle de transformation digitale, de rupture, de projets innovants. Et finalement, on voit que dans les entreprises, les directions générales mettent... c'est une culture, hein, je ne suis pas forcément pour la façon dont c'est fait, mais des fois c'est bien fait. C'est-à-dire on met en face de directions informatiques historiques, les DSI, des directions de l'innovation. On ne les intègre pas dans la direction informatique. Et on dit les gens de l'innovation, les CDO par exemple, vont venir en rupture, ils vont venir challenger ce que les équipes ont fait et font tous les jours, c'est-à-dire maintenir l'existant. Et le gérer up and running et faire en sorte que la prod soit présente. Je pense qu'il faut réussir, un peu comme le mur de verre entre les devs et les ops, à réussir à trouver un savant mélange d'intégrer de l'innovation et de motiver les personnes qui sont responsables de gérer le run à ce qu'elles puissent être aussi tributaires de l'innovation que l'on va injecter pour qu'il y ait une forme de communication bidirective. C'est un peu le challenge du DevOps. Et ben, je trouve qu'on l'a aussi dans le challenge de l'innovation versus tout ce qui existe dans le passé. Aujourd'hui, quand on voit les entreprises qui arrivent en rupture sur le marché, comme les Revolut ou N26, comparé aux banques traditionnelles, cet été, Thomas Cook a périclité, ça s'est pas fait en un jour, mais ça a été une pression forcément qui arrivait depuis toutes les sociétés qui sont venues faire du 100% digital pour de la réservation en ligne. On parle plus d'Uber et des taxis, hein, ça c'est un sujet tellement épuisé, mais c'est vrai. Donc il y a toujours le challenge de maintenir l'offre existante, de venir utiliser les solutions cloud à bon escient. Qu'est-ce que c'est qu'une solution cloud à bon escient? Ça ne va pas être d'être dans le cloud public ou dans le cloud privé, ça va être finalement de vivre avec les choix que vous avez faits, d'avoir le bon workload qui sera posé sur l'infrastructure qui fait du sens pour vos besoins. En général, les workloads où on a une idée de comment il va évoluer dans le temps, la prédictibilité, on a tendance à le mettre en enterprise, en privé, chez soi. Et ensuite, le workload élastique, plutôt le mettre sur du cloud public pour gérer les pics d'activité. Mais c'est une bonne pratique, ça ne veut pas dire que c'est la bonne pratique à suivre. Maintenant, si on met que des workloads prédictibles sur du cloud public et qu'on les oublie, on peut avoir des problèmes parce que finalement, c'est comme si vous passez votre temps à louer un appartement d'un hôtel, louer une chambre d'hôtel pour 10 ans. Enfin, ça coûte plus cher que d'acheter son appartement ou sa maison. C'est évident, mais en fait, on a le même modèle de pensée entre la prédictibilité du workload et les différentes solutions qui existent aujourd'hui. Donc, faire le bon choix du cloud, c'est vivre avec les choix que vous allez faire demain. Et enfin, l'innovation doit être la plus forte et violente possible. Et en effet, l'intégration des directions d'innovation et notamment la présence des CDO dans les entreprises. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des CDO ici aujourd'hui? Personne qui ont ce rôle? J'en ai vu un aujourd'hui, je ne sais pas, ils sont invités les CDO, triptyque? Non? Oui, je ne sais pas. Donc les CDO, ce sont les Chief Digital Officers, ce sont les entreprises qui sont responsables des projets de transformation digitale dans les entreprises. Souvent, les CDO reportent à la direction générale en parallèle de ce que le DSI peut faire. Donc anciennement, les DSI étaient responsables de l'innovation. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se voient partir cette responsabilité et qui, sur un court instant, se voient donner des cours
des fois un peu arrogants, en disant regarde, moi je suis allé chez Amazon et j'ai tout transformé l'entreprise, et ce qu'on va faire, c'est on va aller dans les 5 ans tout sur Amazon. En général, les entreprises, finalement, ils reviennent parce que c'est compliqué de faire du lift and shift, et d'avoir un modèle de rentabilité, et finalement avoir cette agilité perdurable dans le temps, parce que c'est bien pour des cloud native apps, peut-être Amazon, mais c'est pas bien pour tous les cas d'usage non plus. Et donc, ça veut dire que le besoin réel, c'est pour moi la seule constante que l'on doit rattacher, et se projeter très fort dans le futur pour essayer de tirer un maximum d'innovation dans les projets. Donc le tips suivant, ça sera de, finalement, quand vous gérez un projet, essayer de le penser comme une start-up. Qu'est-ce que ça veut dire comme une start-up? Une start-up, quand une start-up lance un projet, d'abord, ça va le tester, et ça va accepter l'échec. En tout cas, c'est comme ça idéalement, les entreprises qui réussissent arrivent à le faire, c'est cumuler les échecs et un jour réussir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le bon modèle, je pense, c'est celui de créer rapidement des solutions testables sous l'inspiration de ce qu'on appelle le MVP, le Minimum Viable Product, et ensuite de faire des V2, qui viennent enrichir les fonctionnalités initiales. Mais je dirais, si le MVP répond à 80% des besoins réels, lancez-le et vous verrez que votre time to market sera drastiquement réduit. L'entreprise dont je vais parler tout à l'heure le fait. Et c'est génial parce que ça leur permet d'aller vite et de continuer à être leader sur le marché sur lequel ils sont présents. Donc par exemple, une entreprise aujourd'hui qui définit un catalogue de services de type infrastructure as a service, va définir un catalogue à la DSI, va définir un catalogue pour les utilisateurs qui vont se rattacher à des métiers. Et les formes de MVP que l'on trouve, on peut très bien commencer avec des offres traditionnelles en mettant des éléments qui viennent enrichir ce catalogue avec des solutions simples, comme des VM individuels, des clusters, des databases. Et ensuite aller, un peu comme la démo de mes collègues ce matin, Anthony et Christophe qui était à distance, qui ont fait une démonstration un peu plus avancée. Mais ça ne veut pas dire qu'il faudra commencer par ça. Si demain vous partez sur comment est-ce que je vais transformer, innover et aider mes métiers à aller plus vite, on va forcément commencer par une itération simple qui rendra 80% des services récoltés. Si on prend le modèle aujourd'hui Azure ou Amazon, on voit que Azure a toujours du retard face à Amazon sur le cloud public. Si on devait mettre l'un ou l'autre dans des catégories, Amazon a commencé petit, avec des offres traditionnelles, et ont enrichi le catalogue. Microsoft Azure est arrivé avec une ambition telle que finalement, beaucoup de sociétés n'ont pas encore compris l'intérêt d'aller sur les solutions Amazon, parce qu'elles sont plus complexes que ce que les gens aimeraient le faire. Et donc finalement, c'est, je pense, un modèle inspirant pour la façon dont on peut réduire le time to market de ces projets, de réfléchir et d'agir de cette manière-là. Maintenant, si je reviens sur pourquoi Nutanix parle tout ça, je voulais juste illustrer. Nutanix, c'est une société qui a 10 ans, qui a eu 10 ans cette année. On a été créé en 2009. Au bout de la 2e année, on a lancé notre MVP. Notre MVP, c'était une solution dite hyper convergente. La solution Nutanix, initialement, c'était avoir du logiciel qu'on installe sur des serveurs x86 qui supprime le SAN, le stockage partagé dans les entreprises que l'on retrouve dans l'ensemble des clouds, qui soient publics, privés. Et en fait, la façon dont on a conçu la plateforme, c'était de mettre une couche d'hyperviseur et de venir mettre n'importe quel type de workload pour des machines virtuelles et de dimensionner l'infrastructure sous-jacente en fonction de ces workloads. Qu'on ait 2 nœuds, 3 nœuds, 4 nœuds, 5 nœuds, 10 nœuds, une infinité de nœuds. Finalement, on a construit une grille de compute et de stockage qui permettrait à des entreprises qui n'ont pas envie de perdre du temps à prendre des solutions open source ou créer des silos avec du SAN et des marques qui enferment un peu les clients dans des technologies, de venir consommer ces services-là et créer l'expérience du cloud public chez soi. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et en fait, on a développé un OS qui est venu au cours de la V2, la V4, etc., la V3 et V5 et V12, à être enrichi avec de nouvelles fonctionnalités qui aujourd'hui permettent d'avoir une plateforme qui est à la fois une plateforme de machines virtuelles, mais aussi de conteneurs, avec des clusters Kubernetes, comme ce matin Christophe et Anthony ont pu l'illustrer. Ok, merci.
avec des solutions qui permettent derrière d'automatiser des chaînes DevOps, de créer de la micro-segmentation pour la partie réseau, et d'avoir des solutions qui sont aujourd'hui hybridables entre les solutions Nutanix et des acteurs du cloud comme AWS, ou notre propre cloud public qui s'appelle Xi. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont nous concevons les technologies chez Nutanix. On s'inspire, initialement, on s'inspirait des géants du web, des GAFA. Beaucoup de développeurs en 2009 sont des gens qui ont réussi à développer Cassandra ou Google File System, comme l'a dit ce matin Anthony. Mais en fait, on a très vite pris une inspiration asiatique, et notamment japonaise, dans le ne rien faire d'inutile. Je ne sais pas à la salle s'il y a des fans d'arts martiaux. Il y a un concept qu'on retrouve dans beaucoup de livres d'arts martiaux, c'est ne rien faire d'inutile. Les gestes parasites dans les sports de combat, les arts martiaux, sont souvent à retirer. On retrouve ça dans des sports de combat qu'on retrouve aujourd'hui dans les sports dits modernes. Mais historiquement, dans tous les arts martiaux, finalement, tous les gestes doivent avoir un sens pratique et utile pour ne pas perdre de temps. Et donc, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la philosophie japonaise. Et ça nous inspire dans la mesure où tout ce que l'on fait n'est que le fruit du feedback de vos feedbacks, en fait. De tout ce qui a été montré ce matin techniquement n'est que le fruit remonté de clients qui nous ont donné du feedback. On les a écoutés pour faire des choses encore plus simples que ce qu'ils étaient capables de faire. Donc les clients qui nous ont fait confiance aujourd'hui gagnent du temps durablement. Là où on est aujourd'hui tourné vers le design thinking, c'est dans la façon dont on va construire on parle souvent de briques. Donc Lego, c'est inspirant, c'est une marque inspirante. C'est une marque européenne en plus. Tesla, c'est une marque inspirante pour nous parce que sur une base de matériel voiture banalisée, enfin c'est pas banalisé parce qu'ils ont fait beaucoup d'innovations, mais c'est la même plateforme, avec le soft, ils rajoutent des fonctionnalités. L'essuie-glace automatique n'était pas dans la V1, le mode autonome n'était pas dans la V1, le viens me chercher quand j'ai besoin en mode kit K2000, c'est nouveau. Et donc il y a plein de choses qui arrivent dans Tesla qui sont mises à jour sur la plateforme des voitures sur des Edge. Apple, évidemment, sur le côté consommation de services, sur les plateformes telles qu'ils les ont développées. Donc ça nous inspire. Et donc, on a créé une plateforme cloud qui active les fonctionnalités sous forme de services. Aujourd'hui, tous les clients Nutanix qui ont mis en place cette plateforme chez eux sont capables d'avoir des services de machines virtuelles, évidemment, de containerisation, de backup as a service, de database as a service, de disaster recovery as a service, de solutions qui vont permettre de créer de l'automatisation. Dès lors, aujourd'hui, qu'on fait une tâche plus de 2 fois dans une même journée, on peut dire, bon, matière à réitérer l'opération, à l'automatiser. Et tout ça, toutes ces solutions-là sont API scriptables, et on va pouvoir les intégrer dans des chaînes DevOps. Ce matin, on vous a montré l'intégration dans les solutions Calm, mais on verra tout à l'heure que le client dont je vais parler a, lui, utilisé sa propre chaîne DevOps montée par eux-mêmes, et ont rendu les solutions Nutanix dans les fondations, dans les briques, qui leur permet aujourd'hui de créer de l'innovation et de réduire leur time to market durablement. Nutanix, c'est une société qui 5000 collaborateurs, mais j'ai pas forcément envie de plus parler de nous parce que je vais plutôt parler de notre client. Ce que je voulais juste dire sur Nutanix, pour ceux qui connaissent pas, c'est une entreprise aujourd'hui qui a un niveau de satisfaction chez les clients qui est très élevé. Je sais pas qui connaît le NPS. Qui connaît le NPS? C'est le Net Promoter Score. Le Net Promoter Score est une variable, quand on appelle le support, qui amène le client qui a appelé le support à donner trois réponses. Je suis satisfait, je recommande le support à notre client. Je ne recommande pas le support Nutanix, ou je suis neutre. Avoir 90, c'est 90 sur une variable qui varie de moins 100 à plus 100. La plupart des éditeurs dans l'innovation sont entre 20 à 40. Entre moins 100 à plus 100. Donc, à 90, ça veut dire qu'on a un niveau d'excellence dans la satisfaction de nos clients. Maintenant, je vais parler de la société dont je voulais illustrer le propos sur la réduction du time to market, c'est Cdiscount. Cdiscount, alors qui connaît la date du Black Friday? Prochain Black Friday? Bravo! C'est le 29. Vous êtes fort, hein? Moi, j'ai dû regarder, je n'étais pas sûr, c'était le 29. Qui a prévu de... Alors, qui est CDVA, Cdiscount à volonté? Qui est Amazon Prime?
putain. Ça vaut 29 € pour être CDVA. C'est vrai, hein? C'est bien moins cher qu'Amazon Prime. Hein. Je fais un peu de pub, hein, désolé. Hein. CDVA, c'est le pendant d'Amazon Prime chez Cdiscount. Voilà. Vous avez le truc le lendemain et ça coûte pas plus d'argent que les 29 € payés une fois par an. Et ça, c'était... Comment? Il faudra leur dire. Mais ils prennent des feedbacks. Donc l'année dernière, ils ont fait 57 millions de ventes en un jour. Cette année, ils prévoient de faire 20% de plus. Ça représente 10 millions de visites sur leur site. L'infrastructure, elle est au taquet. Et donc là, ils sont prêts. Je les ai appelés avant de parler d'eux, parce que je me demandais si je pouvais parler d'eux. C'est un client Nutanix qui a été signé il y a maintenant 2 ans et demi. On a commencé à vendre 16 nœuds. C'est pas forcément très très gros. Aujourd'hui, on est à presque 100 nœuds dans leur data center. Tout est automatisé. Alors, Cdiscount, initialement, vendait du CD-DVD, hein, Amazon du livre. Bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, moi, je suis très fier d'avoir Cdiscount comme client Nutanix. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une entreprise qui est drivée par l'innovation. Il y a 80 data scientists et 800 ingénieurs à Bordeaux. Et ils embauchent, je vous le dis. Ils ne sont pas présents, mais ils embauchent. Vu que Monext a embauché. Cdiscount aussi. Le pilotage de l'infra est tout automatisé. Il n'y a aucune aujourd'hui raison d'avoir un ralentissement des projets par l'infra. Et ce, rendu notamment par l'interopérabilité de ce qu'on a pu faire ensemble. Ils ont la culture du MVP. Les V1 chez eux, c'est du MVP. Et c'est tout le temps plus court que ce qu'ils auraient pu prévoir, parce qu'ils ont construit une techno qui accepte l'échec, entre guillemets. Et ça, c'est génial. Et ils font aujourd'hui 40... alors, c'est une matinée dans la semaine. J'ai pas le droit de dire quelle matinée. C'est une matinée dans la semaine où ils font 40 mises à jour d'applications critiques pour eux. Ils ont toujours une capacité disponible de 15 à 20%. Et ils ont intégré sur du Nutanix, du Foreman. Je sais pas qui connaît The Foreman. Bon, ça, en général, c'est les vieux du DevOps qui connaissent. Ansible, Jenkins, c'est du Kubernetes, évidemment. Enfin, évidemment. Chez eux, ça fait depuis très longtemps qu'ils sont sur ces technologies. Aujourd'hui, leur feedback, c'est de permettre de dédramatiser les erreurs et de se tourner vers l'innovation. Ils livrent les applications plus vite et plus régulièrement. Et un truc qui est arrivé et qui est rentré dans les valeurs de l'entreprise Cdiscount, c'est de venir amplifier l'intelligence collective. En fait, ils ont inventé des jeux. Enfin, certains jeux sont des jeux déjà très connus. D'autres ont été inventés chez Cdiscount sur comment booster la culture collective et faire des sessions autour de l'innovation. Ils essaient de mesurer le temps gagné sur tout ce qui est gestion de la maintenance et de le réinvestir positivement dans de la formation. Il n'y a pas 800 ingés qui sortent des écoles, évidemment. Il y a certains collaborateurs qui ont 15 ans, 20 ans de boîte, qui sont rentrés chez Cdiscount à une époque où le DevOps n'existait pas. Donc ils ont évolué avec la culture et ils se sont toujours formés autour de ça. Et aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont réduit durablement leur time to market. Donc c'est vraiment une entreprise que je voulais mettre en avant aujourd'hui. Voilà. Je conclus, j'ai terminé. Est-ce que vous avez déjà des questions sur ce qu'on vient de voir? Sur des questions en général, je vous laisse la parole. Oui? Oui? Alors, est-ce que je dois répéter la question ou pas? Donc, la question, c'est les clients... Bah, vous avez tous entendu. Bah, je vous ai entendu, donc... la question... alors, donc, merci, c'est une bonne question. On essaie de travailler sur un accompagnement à la transformation. Si le client a déjà du Kubernetes chez lui, chez eux, en général, ils ont un silo Kubernetes. Un silo Kubernetes qui est géré comme une infra spécialisée. L'intérêt de l'intégrer avec une infra Nutanix, c'est qu'ils vont casser ce silo et réintégrer le service de containerisation de la plateforme.
Donc il y a de la transformation. Tous les clients qui prennent du Nutanix ne prennent pas forcément, ne mettent pas Kubernetes, parce que certains ont déjà du bare metal avec du Kubernetes et ça leur va parfaitement bien. Maintenant, on a des cas de clients, évidemment, avec qui on est en train de faire du business aujourd'hui, qui réintègrent les services qui étaient les leurs et qui viennent chez Nutanix parce que leur métier, c'est pas de s'occuper de gérer le cluster Kubernetes, c'est de gérer les conteneurs. Avec la plateforme Nutanix, c'est Nutanix qui gère le Kubernetes en ayant une solution qui va le manager, l'installer, le maintenir à jour. Et donc, soit ils y voient l'avantage et l'intérêt, et ils choisissent de simplifier leur gestion du cluster Kubernetes, et ça nous fait plaisir quand ils le font. Et on est là pour les accompagner avec des partenaires comme Triptych d'ailleurs. C'est ce qu'on a fait récemment chez un client qui va pitcher tout à l'heure, 17h je crois, qui s'appelle Alinea. Soit ils le font avec un silo et ils vivent très bien avec ça. Alors, en principe, c'est terminé. On peut prendre une autre question? Ok. Donc on vous attend sur le stand pour débattre du sujet si la culture de l'abondance nous éloignait du bonheur. Thèse, antithèse, synthèse. Non, je plaisante. Merci beaucoup pour votre présence et bonne journée.